Merci beaucoup, Alexis. Euh, Vous aviez tous le projecteur dans les yeux comme ça Bon, en fait, c'est super de voir une grande salle pour l'endodontie. Je sais que ça nous fait toujours vraiment très plaisir. Il y a eu vraiment, si vous voulez, toute une époque où on voulait mettre des vis partout. Et j'ai l'impression que petit à petit, les gens comprennent qu'on est dentiste, qu'il y a des dents à soigner et que le pendule revient un petit peu au milieu. Donc, des tas de choses sont formidables en dentisterie, mais l'endodontie, on en fait beaucoup. Elle n'est pas si simple que ça. Et cette séance montre que vous y avez un grand intérêt et on est absolument ravis. Le titre que m'a demandé de couvrir Alexis, et j'ai vraiment bien aimé ça, c'est « Quelle stratégie ?» Parce que je crois que les exposés précédents vous ont vraiment montré la compréhension, mais voilà, maintenant on sait à peu près ce qui se passe, on sait à peu près pourquoi on aurait peut-être pu l'éviter, on sait à peu près comment le diagnostiquer, et maintenant comment est-ce qu'on va s'en débrouiller, parce que c'est ça qui est compliqué. Voilà exactement le genre de situation où on devrait essayer de tout comprendre en une seule fois. Il y a une couronne, c'est clair. Il y a un petit tenon. Il y a deux instruments fracturés. Et puis, il y a une petite lésion endodontique. Et il y a peut-être un petit canal latéral ou quelque chose comme ça ici. Alors, dans l'ardeur des endodontistes, on se dit, aucun problème, je démonte la couronne, je démonte le tenon, je vais chercher un premier instrument fracturé, un deuxième instrument fracturé, je réobture. Waouh, c'est génial, qu'est-ce qu'on est fort, qu'est-ce qu'on est content, on a travaillé dur, on sait faire tout ça, et on a un résultat qu'on trouve formidable. Oui, mais voilà ce qui se passe. Et ça veut tout simplement dire on n'a peut-être pas assez réfléchi, on a peut-être été trop dans l'aspect technique, et la stratégie, c'est vraiment ça. Ce qu'Alexis m'a demandé, c'est pas de vous expliquer exactement comment on fait, comment on met son ultrason, comment on oriente son microscope, mais comment on regarde son cas en se disant, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Alors, grosso modo, on n'a pas 15 000 options de traitement. On traite une infection, une lésion d'origine endodontique. Moi, je vois que trois solutions. Première solution, c'est l'extraction. Ça résout le problème, hein, on est d'accord. Je sais que c'est une séance d'endo, mais bon, l'extraction, il n'y a plus d'infection. Ou on retraite de manière conventionnelle, ou on retraite de manière chirurgicale. Souvent dans les conférences, je dis il y a aussi une quatrième option, c'est j'ai pas la moindre idée, je l'envoie à un copain. Ça peut marcher aussi, et quelque part, c'est peut-être pas idiot parfois quand on n'a vraiment pas idée de ce qu'il faut faire. Première option, extraction. Quand vous regardez cette dent-là, là, on me l'envoie pour retraitement. Franchement, est-ce qu'il y a une grosse lésion osseuse? Non. Est-ce qu'il y a même une lésion d'origine endodontique? Peut-être même pas. Les gens vous disent, pouvez-vous retraiter cette dent-là? Oui, mais là encore, vous regardez un petit peu de plus près, et cette dent-là, qui avait l'air d'être pas trop mal en point, eh ben, elle est fêlée, et elle est fêlée d'une manière qui fait que, voilà, la stratégie là, c'est extraction, tout de suite. Le retraitement conventionnel, alors on pourrait vous en montrer plein. J'ai choisi celui-là exprès, parce que celui-là, vous avez assez envie de l'extraire, non? Honnêtement, vous montrez la radio comme ça dans l'ascenseur à des collègues, et ils vous disent « qu'est-ce que t'en penses ?» Et on dit « écoute, je pense que tu as assez d'os pour mettre un implant, etc. » Vous voyez, ça commence comme ça. Sauf que les endodontistes, vous nous connaissez maintenant, on a envie d'essayer de comprendre et pourquoi. Alors c'est vrai que ça sonde, mais je ne vois pas de fêlure, je pousse un peu ma gencive, l'image du cone beam elle est un petit peu plus floue, celui-là, avec l'accord du patient, on décide de le retraiter. On le retraite, et regardez, c'est comme de la magie, tout cet os détruit jusque dans la furcation, il revient. Ça, ce potentiel-là, il est fabuleux. Et vous avez vu que c'est même pas reconstitué. Donc, étanchéité coronaire zéro, mais gros potentiel de l'endodontie quand même. Et bien évidemment, il aurait fallu la reconstituer, la couronner, etc. Mais même sans ça, hein, et on ne va pas rentrer dans le débat de l'étanchéité coronaire, c'est super important, mais peut-être qu'on lui prête aussi des vertus qu'il n'a pas toujours. Et enfin, troisième solution, c'est le retraitement chirurgical. Et alors là, j'aimerais qu'on sache de quoi on parle, puisque la chirurgie moderne aujourd'hui, c'est une situation comme celle-ci, une jolie couronne, un joli tenon, et pourtant un échec endodontique, avec une petite lésion et des symptômes. On sait aujourd'hui très proprement, comme vous l'a dit Marie, faire de l'endodontie par la voie chirurgicale, c'est-à-dire que l'on va descendre sur l'ensemble du canal résiduel ici,
comme vous le voyez, jusqu'au tenon et même un petit peu au-delà, et on va pouvoir obtenir très rapidement une guérison. Donc quand on va parler chirurgie, on va avoir dans l'idée endodontie chirurgicale. Alors, une fois qu'on a compris les 3 options de traitement qui sont assez simples, on va essayer de se poser 3 questions bêtes. J'ai essayé vraiment de le faire comme on le fait quand on est au fauteuil et qu'on regarde une radio. Est-ce que c'est possible? Franchement, c'est pas idiot comme question. Est-ce que c'est possible? La deuxième question, c'est est-ce que c'est fiable? C'est-à-dire, ouais, je peux faire un truc, mais est-ce que ça va marcher? Et enfin, ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis suffisamment conservateur? Ou est-ce que je vais, je ne sais pas, sortir l'instrument et je vais l'avoir dans la main, mais je n'aurai plus de dents? Et effectivement, je serais très fier d'avoir sorti mon instrument, mais j'aurais tout détruit. Et on va tout au long de l'intervention essayer de se poser vraiment ces 3 questions bêtes. Nous voilà dans cette situation-là. C'est donc 2 dents l'une à côté de l'autre, qui ont effectivement des échecs endodontiques toutes les 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est une fausse route, avec une perforation à cet endroit-là. Je vais vous poser la question, est-ce que le retraitement est possible? Alors vous allez me dire oui, le retraitement est possible, puisqu'il y a l'accès, il n'y a pas de tenon, il n'y a rien qui s'y oppose. Est-ce que le retraitement est fiable? Je ne crois pas. Ensuite, sur l'autre dent, est-ce que là, c'est possible? Alors vous allez me dire oui, j'ai l'accès. Est-ce que c'est super fiable? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir enlever cet instrument? Il faut vous poser la question. Par contre, est-ce que je peux faire la chirurgie sur cette dent-là qui est une 7? En fait, le cone beam montre que les apex sont complètement en position linguale, que la joue de la patiente est extrêmement serrée et que l'accès endodontique sur cette 7 en chirurgie, il n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 2 choses différentes. On va utiliser toute notre panoplie. On va faire la chirurgie à l'endroit de la dent qui a la perforation et on va faire le retraitement à l'endroit où on a l'instrument fracturé. Et vous avez vu, on fait de notre mieux, mais regardez la petite indentation ici. Quand je suis allé bouger cet instrument avec des ultrasons, j'ai fait un petit dégât, pas trop important, mais au niveau conservateur, j'aurais aimé faire mieux. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contrôle de tout ça. Ça a parfaitement guéri et ça a parfaitement guéri. Donc, vous voyez, stratégies différentes en fonction des situations. Est-ce qu'il y a un coup à jouer? Est-ce que cette proposition va nous donner le résultat escompté? Et enfin, est-ce qu'il reste quelque chose après? Même situation où cette fois-ci on a un bridge, et on a un bridge récent, et on a un bridge que la patiente aime beaucoup. Donc, il y a eu de l'argent dépensé, c'est récent, ça fonctionne bien, et là on vous dit par contre, c'est la Bérésina en dessous. Donc on doit mettre le côté conservateur encore plus en avant. Est-ce que je peux faire la chirurgie sur cette 7? Même histoire, je suis dans un des rares cas de figure où l'accès est vraiment impossible. Et croyez-moi, je n'hésite pas à faire les acrobaties nécessaires en chirurgie, mais il faut savoir de temps en temps dire ça n'est pas raisonnable. Là par contre, j'ai pas d'inlay core, j'ai pas de tenon. Donc je peux certainement repasser au travers du bridge. Là par contre, j'ai un tenon au niveau de ce bridge. Donc là, je vais passer par la voie chirurgicale. Et donc là, je fais le retraitement de ce côté-là, la chirurgie de ce côté-là, et là encore, voilà juste après, et regardez le potentiel de guérison. Donc la stratégie, ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être, j'évalue ma situation et j'essaye de faire au mieux avec les outils qui sont les miens. Et alors, quels sont mes outils aussi, bien sûr? Apport du cone beam. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui être face à un cas compliqué en endodontie et se dire « je pense que j'imagine qu'il y a peut-être une lésion palatine, je ne sais pas si le sinus est impliqué ». Stop, stop, stop. On peut savoir tout ça et on va avoir cette information. Donc, je n'ai pas le temps de vous la développer, mais on a un cone beam dans le cabinet depuis vraiment plus de 10 ans. 2006, on a un cone beam dans le cabinet. C'est vraiment un des tout premiers installés. On a des nouvelles générations de machines. Je pense que, moi je suis la 4e génération de dentistes et j'ai le souvenir de mon père commençant et disant, tu sais, pour l'endodontie, on n'a pas besoin de radio. On n'a pas besoin de radio, on sent au feeling avec le petit tire-nerf et tu sens si ça coince pas, si le patient il a mal, s'il a pas mal. Ça choquait personne. Est-ce que si aujourd'hui je vous dis on fait l'endo sans radio, vous me regardez, vous dites ok. Et aujourd'hui je vous dis on fait peut-être pas l'endodontie sans cone beam.
Et vous allez me dire, ça y est, encore jusqu'au boutiste. J'ai l'habitude, j'avais dit ça pour le microscope il y a 20 ans, 25 ans, 92, faites le calcul. Et maintenant, plus personne ne se pose la question. Ça se démocratise, les machines sont de plus en plus performantes, elles vont gagner en définition, elles sont compactes, elles sont moins chères. Voilà, je crois qu'on y est, je crois que maintenant on y est. Le petit exemple, ce serait ça. Le petit mot qui accompagne, c'est pouvez-vous faire le retraitement de ces deux dents? Bah, a priori oui, hein, c'est mon job, quoi. Pouvez-vous faire le retraitement de ces deux dents-là? Mais je me dis, on va quand même prendre un petit cône bim. Ça vous intéresse de le voir, le petit cône bim? Voilà. Comment vous trouvez cette histoire-là, ici? Est-ce que sur la base de ça, vous disiez, ouais, il y a une grosse lésion, mais enfin bon, l'endodontie, ça marche bien, pourquoi pas? Honnêtement, ça change un petit peu votre regard. Voilà, j'ai choisi juste cet exemple-là pour vous dire que de temps en temps, poum, on voit vraiment, vraiment autre chose. Alors bien évidemment, vous allez voir sur le cône bim tout ce que vous savez déjà avec pertinence, c'est-à-dire que sur une molaire du haut, il y a effectivement invariablement, alors ça c'est très intéressant, si vous faites un cône bim pour des implants ou pour autre chose, ayez la curiosité d'aller regarder l'assise du haut, vierge, et regardez le nombre de fois où vous allez voir qu'elle a un quatrième canal, et vous allez voir que c'est à chaque fois. Alors ils peuvent se rejoindre, il peut être plus petit, mais vous devez vraiment commencer cette molaire du haut en vous disant, elle a 4 canaux et je cherche 4 canaux. Puisque vraiment, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Vous allez pouvoir le faire par la voie classique et vous allez aussi, bien sûr, pouvoir le faire par la voie chirurgicale. Quelle est la stratégie dans ce cas-là? J'ai un inlay core à clavette. Bien sûr, c'est une dent unitaire. Je pourrais démonter tout ça. Et on est capable de faire ça. Là encore, la question c'est, est-ce que c'est possible? Oui. Les deux options sont possibles, retraitement ou chirurgie. Maintenant, quelle est l'option la plus fiable? Alors, j'aurais tendance à vous dire la chirurgie parce qu'on va voir vraiment ce qu'on fait. Et par contre, quelle est l'option la plus conservatrice? Alors là, je dis sans hésiter la chirurgie. Puisque avec la chirurgie, vous allez tout garder, la dent, son intégrité, sa solidité mécanique, vous ne la déstabilisez pas. Vous allez merveilleusement bien voir. Alors regardez, toujours pareil, quand vous démarrez votre chirurgie, vous vous dites, tiens, j'ai un joli petit cône de gutta bien centré sur ce canal, mais qu'est-ce que je suis venu faire là? Ne pas oublier ce que vous êtes venu faire là. Vous êtes venu chercher le second canal mésio-vestibulaire. Parce que ça marchait déjà très bien. Il n'y avait pas besoin de faire une chirurgie pour ça. Et quand vous ne bisotez pas correctement en chirurgie, vous ne voyez pas ce second canal. Et regardez, je vais juste changer la forme du biseau. Et là, vous allez le voir. MV1 et MV2. Donc là encore, chirurgie, mais chirurgie en voyant bien ce qu'on fait, en regardant attentivement. Et bien évidemment, on est venu chercher MV2 et on trouve MV2 et on traite MV2. Alors il n'y a pas que cette dent-là qui a de la complexité anatomique. Il faut la chercher partout. Dans la stratégie qui est la vôtre, vous devez réfléchir. Où est le problème? Quelle solution je vais lui trouver? Cette incisive du bas, franchement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'elle a l'air bien traitée? Non? Pas mal. Et on en voit des pires, franchement. Moi, je trouve que c'est assez sympa, la forme est bonne, le contrôle de longueur est chouette, franchement, c'est bien. Et le gars me dit, écoute, j'ai fait de mon mieux, il y a une lésion, ça part pas, est-ce que tu peux faire la chirurgie? Logique. À l'époque, on n'avait pas de cône bim, c'est un cas assez ancien. Je fais une radio défilée. C'est pas facile une radio défilée sur les incisives du bas, hein, les petites mandibules comme ça et tout, vous tortillez le truc. Mais là, c'est un peu moins bien, vous trouvez pas, que la première radio? Et en fait, voilà, il y en a deux, et il y en a deux complètement dissociés. J'ai fait des radios à la noix pour essayer de vous les montrer. Est-ce que vous les voyez bien là? 1 et 2, complètement dissociés. Sur la radio finale, ça ressemble à ça. Pas très différent, sauf que vous les voyez bien. La grosse différence, c'est qu'en 6 mois, poum, ça guérit intégralement. Donc la stratégie de retraitement, dans ce cas-là, elle est possible, elle est fiable et elle est conservatrice. Donc c'était plutôt la bonne. Ça va arriver partout, c'est pas un cas de retraitement, mais je vous le montre quand même, d'abord parce que je l'ai trouvé mignon, mais quand la radio vous dit, bon, c'est une prémolaire du bas, ça a l'air un peu compliqué, et il y a 2 canaux à cet endroit-là, méfiez-vous, il n'y en a pas forcément 2, il peut y en avoir 3, même dans une prémolaire du bas. Donc la complexité anatomique, c'est pas que cette molaire du haut, c'est un petit peu partout, donc beaucoup de vigilance dans votre stratégie. Gestion des tenons. Ça, c'est un truc important. Vous avez un échec endodontique et vous avez un tenon. Alors là,
nos 3 options. Extraction, retraitement, chirurgie. Honnêtement, qui me dirait extraction? Ouais, quand même. Beaucoup de gens me disent normalement extraction. Là, vous vous dites, il y a un piège. Il doit me tendre un piège, donc je vais rien lui dire. Je vais pas lever la main, parce qu'on sait jamais, des fois qu'il me voit avec le spot dans la figure. Pas de sondage, alors que je suis d'accord avec vous, il y a une vraie bonne lésion. Et pourtant, donc on va démonter le tenon. On va refaire le traitement avec les petites ramifications que vous voyez là. Et regardez quand même le merveilleux potentiel de cicatrisation de l'endodontie. Franchement, nous, endodontistes, ça nous réjouit parce qu'on a l'impression de faire quelque chose et de faire du bien à ces patients-là, de leur refaire de l'os. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de sympa dans cette discipline qu'on ne trouve pas dans toutes les disciplines de la dentisterie. Donc, stratégie de retraitement dans ce cas de figure-là. Maintenant, je vous montre celui-là. Encore plus gros, encore plus costaud, avec une couronne qui est jolie, qui est bien et qui va bien. J'ai d'autres cordes à mon arc. La chirurgie est la bonne stratégie dans ce cas-là. Et guérison, 1 an. J'ai même un contrôle à 10 ans de ce cas-là. Ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et puis, il y a ces cas de figure où vous posez toujours mes 3 mêmes questions. Elle vous dit, écoute, alors vous regardez le tenon. Il est quand même costaud, vous êtes d'accord, hein? C'est un bon gros tenon qui vient assez loin. Et là, je me dis, chirurgie. Assez logique. Et par contre, trou mentonnier là, en plein milieu. Donc, est-ce que c'est possible? Ouais. Est-ce que c'est fiable? Oui. Est-ce que c'est conservateur? Je dirais plutôt oui par rapport au tenon. Et la personne me dit, je lui dis, on est quand même proche du trou mentonnier. On le voit très bien en chirurgie, il n'y a aucun souci, mais vous pouvez avoir une petite sensation post-opératoire avec des petites pertes de sensibilité transitoires. Tout de suite, voyant rouge, impossible, pas de perte de sensibilité, pas de chirurgie, jamais, docteur, impossible. Moi, je ne peux pas lui signer. Vous n'aurez absolument aucune perte de sensibilité transitoire. Elle voulait le papier signé. J'ai dit non, je ne vais pas signer ça. Donc, je suis allé faire le retraitement. Scellé au composite. Je m'en souviens encore. C'était il y a des années. J'ai encore le dos qui me fait mal, rien que de penser à ce tenon-là et à l'ensemble de trucs que j'ai utilisés, abîmés et bousillés dans mon cabinet pour essayer de le sortir. Et il est sorti. D'accord? Donc c'est dur pour tout le monde. Quand ça veut vraiment pas, quand c'est scellé au composite et quand c'est un gros truc comme ça, il faut prendre le temps. Apport du microscope, on vous en a parlé, c'est essentiel, c'est évident, on n'en parle même plus, mais microscope avec lumière. Ça, c'est une vue sous microscope, à travers une couronne, sans la lumière. Donc n'oubliez pas, quand vous avez des loupes, mettez la lumière. Regardez, je vous allume la lumière à l'intérieur. Ça aide vraiment quand même, hein, vraiment beaucoup. Donc vous allez voir 36 000 trucs, vous allez voir ces petits MV2 qui décident de démarrer dans l'orifice du palatin. Cherchez pas par ici. Regardez ce que le microscope vous dit et ce que la dent vous dit. Ensuite, quand on rentre dans ce petit canal, qu'est-ce qu'on voit? Un instrument fracturé. On le voit super bien à cet endroit-là et on va pouvoir le sortir et le déloger. Franchement, si vous vous lancez dans des retraitements compliqués, facilitez-vous la vie, soyez sous microscope. Dans la stratégie, c'est vraiment essentiel. L'apport des ultrasons. Là encore, le but, c'est pas de vous donner le cours sur chaque geste et sur chaque détail au niveau des ultrasons. Mais c'est vraiment important d'avoir les bons. On a développé avec Actéon des instruments fins, et vous avez notamment dans ce kit un instrument qui est dans un alliage particulier, qui est extrêmement fin et résistant. Et pour aller à la pêche à des petits instruments fracturés, il vous faut non seulement cet instrument, mais être sous microscope aussi. Et là, vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez vous dire, ok, j'ai pas encore de microscope, je vais peut-être en acheter un. C'est pas grave. Je vous encourage quand même. J'ai les sondes à ultrasons, par contre, je vais y aller. Attention. Parce que là, les sondes à ultrasons fines dans le canal, sans le microscope, vous allez faire des bêtises. Et si vous vous dites, bon, j'ai analysé, j'ai compris que c'était compliqué, j'ai compris que finalement, j'étais pas complètement outillé, je passe la main. Il n'y a pas à déchoir, à passer à la main. Au contraire, la qualité de votre analyse vous permet de vous dire, je rends service à mon patient. Ce que je sais faire, je le fais bien. Là où vraiment il y a trop de doutes et trop d'aléas, je me fais aider. Je pense que c'est vraiment la manière de bien soigner ses patients. Voilà un petit instrument fracturé à cet endroit-là, où vous vous sentez d'attaque ou pas, mais effectivement, il faut voir ce qu'on fait, parce que si c'est pour détruire toute la racine et ne pas y arriver et avoir fait vraiment de tels dégâts que la dent sera peut-être à extraire, c'est pas la solution.
faites toujours une petite radio avec l'instrument enlevé. Ça, c'est vraiment intéressant, même d'un point de vue légal et d'un point de vue réconfort du patient. Vous avez remarqué ce truc avec les instruments fracturés? La panique que ça provoque. J'ai un corps étranger dans mon corps, et même qui ont un gros tenon comme ça, que ça ne dérange pas, les mêmes qui ont une prothèse de hanche comme ça, que ça ne dérange absolument pas. Les 2 mm de l'antulo, c'est l'apocalypse, vous avez remarqué? Bon, à partir de là, si vous pouvez leur montrer qu'il est parti, il n'est plus là, le méchant, ouais, ça leur fait vraiment très très plaisir. Et ensuite, vous avez essayé de ne pas abîmer votre canal, c'est l'idéal, et d'avoir une obturation qui ressemble à ce qu'elle aurait pu être s'il n'y avait pas cet obstacle initialement. Alors de temps en temps, dans toutes ces techniques-là, il faut un petit peu de chance. Là, vous voyez ces 2 petits machins cassés à cet endroit-là, et alors je vais vous dire très honnêtement, en à peu près, allez, en 2 minutes, j'arrive à ce résultat-là. Waouh! Parce qu'il faut un peu de stratégie, et comme dans toutes les stratégies, il faut un petit peu de chance. J'ai mis un instrument dans un canal, et je l'ai ressorti, et j'ai mis l'autre dans l'autre canal, et je l'ai ressorti, et les 2 étaient recouverts du petit lentulo. Là. Les 2 fois. Ça, même sur une longue carrière, ça ne se reproduira jamais. Donc je voulais partager ça avec vous. Une fois peut-être, mais les 2 fois dans le même dent, et toc, et j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui vienne me regarder, vous voyez. Oui, bah, comme d'habitude. Tu les enlèves comment, toi, les lentulos? Voilà. Donc j'échange ces moments de bravoure endodontique et, soyons clairs, de chance. Hein, de chance. Voilà, tout simplement. À partir de là, c'est très agréable de pouvoir continuer et de faire la suite comme ça. Et là aussi, honnêtement, chirurgie ou retraitement, eh ben, la couronne, elle est vraiment pas terrible et la couronne, elle est vraiment à refaire. Et donc, on se dit, bon, bah, finalement, on va passer par la voie classique, pourquoi pas essayer de l'enlever. Sauf que ce petit instrument-là, il est quand même coincé à l'apex, et bien à l'apex. Quelles sont vos chances de l'enlever? Alors, je reprends ma question. Elles sont bêtes, mes questions, mais c'est tellement la vérité. Est-ce que c'est possible? Ouais. Est-ce que c'est fiable? Qui dans la salle peut me dire, ce petit instrument-là? Bien sûr que je l'enlève. Pas moi. Moi, je ne peux pas vous dire ça. Je peux dire, j'essaye. J'essaye parce qu'en fait, on m'a un peu tordu le bras, parce je serais allé par la voie chirurgicale sans hésiter. Alors, j'arrive à passer à côté. Vous savez, ça fait ce petit bruit. Vous prenez l'instrument comme ça, puis ça fait crunch, 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 crunch. À chaque fois, vous passez le long de l'instrument. Vous dites, bon, ben, je vais peut-être finir par le sortir. Et puis à un moment, ça fait plus rien. Ah, super, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et parce que bon, bah, il a dû partir dans le périapex à tous les coups, parce qu'à cet endroit-là, moi, je ne l'ai pas vu. Donc j'irrigue, je regarde. Vous savez où il est parti? Dans l'autre canal. Vous pouvez croire ça? Dans l'autre canal. Et hop, il a sauté. Non mais franchement, à partir de là, on vous a toujours dit, mettez un petit truc dans les orifices des autres canaux quand vous enlevez un instrument. Je dis, ouais, d'accord, si tu veux. Je le fais. Je vous jure, je mets une petite boulette de coton, de téflon, de ce que vous voulez, pendant que je tripote l'autre. Parce que franchement, aller dans l'un, puis dans l'autre, puis dans l'un, puis dans l'autre, c'est pas le but. C'est pas le but. Hein. On l'a enlevé celui-là aussi, parce qu'il était un petit peu plus facile, il n'était pas trop coincé. Mais honnêtement, je trouve que ces retraitements-là, ils sont plus compliqués que la même situation, où là, par contre, j'ai une super couronne, j'ai 2 bons gros tenons, et j'ai mon instrument fracturé à cet endroit-là. Alors, est-ce que le retraitement est possible? Oui, on l'a vu, hein, c'est possible. Est-ce que le retraitement est fiable? Pas des masses. Et est-ce que le retraitement est conservateur? Pas du tout. Donc l'option, c'est la chirurgie. Et la chirurgie, dans ce cas-là, c'est vraiment la belle et bonne solution. Puisque on va quand même passer à travers pas mal d'os. Et là, je vais vous montrer, parce que n'ayez pas peur de passer à travers de grosses corticales osseuses à la mandibule pour accéder à l'endroit. Voilà l'intervention réalisée. Voilà la guérison à 4 ans, puisque je l'ai revu récemment, donc c'est pour ça que je vous l'ai amené aujourd'hui. Et ce que j'ai fait, qui est aussi peut-être très intéressant, et je vais vous le montrer, regardez bien cette guérison à 4 ans, j'ai pris un cone beam pour que vous la voyez en détail. Regardez-moi ces 2 petites racines mésiales, vous vous souvenez de la taille du dégât osseux, d'accord?
on repart et on regarde les cônes BIM. Regardez la réparation. Il y a de l'os partout, partout, partout. Mon trou, il est comme ça et mon trou, il est comme ça. Regardez la réparation ad intégrum, cortical vestibulaire, jusqu'au contact et tout. Donc ça marche quand même drôlement bien cette chirurgie. Ça guérit quand même vraiment bien. Alors d'abord, est-ce que ça marche? Parce que souvent, quand on parle chirurgie, les gens vous disent oui, très bien, mais le gold standard, la référence, c'est quand même le retraitement. Tu fais la chirurgie quand tu as épuisé toutes les autres solutions. Vous savez que je ne partage pas cette opinion-là. On a tout à notre disposition. On est stratégique. C'est ce que m'a demandé Alexis. On réfléchit quelle est la meilleure solution pour ce patient. Mais on garde en tête une chose, c'est que la chirurgie, ce n'est pas le parent pauvre. Que la chirurgie, elle a un meilleur, je pèse mes mots, taux de succès en retraitement que le retraitement conventionnel. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'endodontie classique et conventionnelle. Je compare retraitement chirurgical et retraitement endodontique conventionnel. En chirurgie, on est à 91,6%. C'est pas moi, c'est des tas d'études compilées. Et si vous, alors je vous montre pas 15 000 études, je vous montre ces deux-là. Vous voulez prendre 30 secondes le temps de les enregistrer, ceux que ça intéresse, parce que vous allez retrouver toute la littérature derrière dans ces études-là. Donc, méta-analyse, ils comparent plein d'études et ils arrivent à ce chiffre-là. Et enfin, celle qui est, je pense, peut-être la plus intéressante, ils comparent la chirurgie à l'ancienne et la microchirurgie. Et là, les chiffres sont absolument accablants pour la chirurgie à l'ancienne. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, microscope, ultrasons, matériaux, etc. 94% de succès. Et ça, c'était la chirurgie à la papa. Je te coupe un petit bout de racine en aveugle et on verra bien ce qui se passe. Ça, pas terrible comme résultat. Si c'est ça que vous avez en tête, et croyez-moi, obligatoirement dans cette salle, il y a encore des gens qui pensent, pour avoir envoyé de la chirurgie, des résections et des machins, que ça marche, mais que ça ne marche pas super bien. De grâce, mémorisez cette diapo, c'est fini. On est en 2017, ça marche super bien. On en fait 2 à 3 tous les jours que Dieu fait, et je vous assure qu'on a vraiment de bons résultats. Voilà, je prêchais aussi un petit peu pour cette chirurgie, à laquelle je crois beaucoup, et qui n'est pas, à mon avis, assez utilisée dans certains cas. Donc cette chirurgie, Marie vous en a touché 2 mots tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est devenue un traitement endodontique par la voie chirurgicale. Je vais très vite, vous connaissez un peu ces techniques. On a développé des inserts spécifiques, des inserts plus longs qui permettent de rentrer dans toute la partie du canal, 3, 6 et 9. Et vous allez avoir des obturations comme ça. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un petit bouchon ici, vous avez l'intégralité du canal qui a été nettoyé, désinfecté et obturé. Et effectivement, si vous regardez que cette image-là, est-ce que vous me dites d'emblée ça a été fait par la voie chirurgicale? Peut-être pas. Si je vous montre maintenant celle-ci, et alors là, au niveau indication, il n'y a pas photo, c'est-à-dire il s'agit d'un bridge complet, allant d'une oreille à l'autre, qui veut retraiter. J'ai des candidats, j'ai pas de candidats, je vous vois pas bien. Vous savez que dans le monde où je donne des conférences, j'ai trouvé un candidat. Le gars m'a dit, on peut passer à travers la couronne, ok, et on peut détruire le tenon à l'intérieur comme ça, et retrouver le canal. Waouh! Je me suis dit, mais quel enthousiasme! Enfin, je veux dire, c'est incroyable de se dire, il y a une technique simple, on va soulever un petit lambeau, on va lui faire ça gentiment, et toi, tu veux faire ce truc de fou furieux? Vous voyez à quel point on peut être bloqué dans des dogmes, bloqué dans des idées, bloqué dans le retraitement, c'est la seule chose importante et fiable. Non, surtout pas. Dans un cas comme ça, quand même, il faut que quelques personnes spécifiques, et on fait la chirurgie, mais on fait une chirurgie qui est un traitement endo. Regardez, on a même fait, donc comme on condense verticalement, on a un petit coussin comme ça de matériaux qui vient se mettre sur le tenon. Ça ressemble vraiment, vraiment à de l'endo. Et là, pareil, quand vous voyez ça. Donc, à chaque fois qu'on va parler chirurgie, on va parler de ça. Et donc, on va comparer, non pas des poires et des oranges, mais 2 choses qui sont de l'endodontie. Alors, essayons de reprendre avec précision quelques cas. Il me reste combien de temps, Alexis, à peu près, là 20 minutes. 20 minutes, c'est parfait. C'est ce qu'il nous faut pour se poser la question ensemble, avec certains cas, et savoir quelle est notre stratégie. Donc, dans un cas comme ça, la couronne, elle n'est pas très bien adaptée. Le tenon, il n'est pas très profond. Vous voyez, j'essaye de descendre une sorte de petite checklist. J'ai un échec endodontique, je peux retraiter. Je vais retraiter et ça va guérir.
Donc, j'ai aucun a priori, ni sur une technique, ni sur l'autre. Le grand avantage de bien maîtriser les deux techniques, c'est que vous n'avez pas de biais. Vous ne dites pas, oula, ouf, ça, j'ai pas envie de faire la chirurgie, ou alors ça, ce retraitement, il est compliqué. Vous vous sentez à l'aise et vous décidez en votre âme et conscience, qu'est-ce qui est le mieux pour ce patient précis et ce cas précis. Deuxième chose, pratiquement à l'identique, cette fois-ci, j'ai une couronne qui est toute récente, qui est jolie esthétiquement, avec un tenon qui est plus puissant. J'ai une grosse lésion, je sais que je sais gérer ça par la voie chirurgicale, je vais le faire par la voie chirurgicale et avec le même succès. Donc vous voyez, pas de dogme, pas de règles, c'est des cas presque similaires, c'est pour ça que je vous les montre l'un derrière l'autre et où j'ai choisi l'une ou l'autre des techniques. Maintenant, ce cas, je l'aime beaucoup. Parce que là aussi, c'est un cas sur lequel on peut bavarder pendant une demi-heure généralement, et c'est un cas sur lequel on s'amuse beaucoup. Parce que je demande aux gens, dans les stratégies, donc extraction, retraitement ou chirurgie, qu'est-ce que vous feriez? Pas mal de gens me disent retraitement. Et quelque part, à mes 3 questions clés, est-ce possible? La réponse c'est oui, c'est possible. Est-ce que c'est sacrément difficile? Oui. Est-ce que c'est sacrément risqué? Oui. Et en fait, le gros problème, c'est que plein de gens partent la fleur au fusil sans se rendre compte de la difficulté. Ça, c'est une jeune femme qui a un bridge avec de la céramique, vous voyez, avec des pans, beaucoup de pans non suspendus. Il est très joli, le bridge, il est magnifique. Est-ce que vous pouvez lui dire à cette jeune personne, si je fais le retraitement, il ne va rien arriver à votre bridge? Est-ce que vous pouvez lui signer, je ne vais pas casser la céramique? Non. Vous dites, je vais faire attention, faire un petit trou gentil, précis, etc. Et alors en fait, vous démarrez dans cette voie-là, vous faites un petit pertuis et vous apercevez qu'elle est super longue. Elle est super longue et elle est super étroite. Et là, stratégiquement, ça commence à être compliqué. Parce que comme votre orifice est petit, malgré votre microscope, vous ne voyez plus rien. Et quand vous êtes ici, vous n'avez toujours pas vu, l'avez-vous remarqué, l'instrument fracturé? Ici? Est-ce que tout le monde l'avait vu, cet instrument fracturé? Qui est capable, avec prévisibilité, d'enlever cet instrument fracturé à travers cette petite prémolaire céramique? Je n'ai pas dit que ce n'était pas faisable, je dis que c'est carrément très kamikaze et dangereux. Et une fois que vous allez arriver enfin en voyant cet instrument, et vous dites ça y est, je le tiens, je le vois. Et là, vous commencez à le bouger, vous commencez à le titiller, vous commencez à... Il ne sort pas, il ne bouge pas, il est là, il vous résiste. Vous commencez à transpirer, vous vous dites, mais il est trop petit mon accès, j'y vois rien. Alors vous élargissez un peu l'accès, vous pétez un morceau de céramique, enfin voilà, ça va plus quoi, voyez. Et vous vous dites, mais pourquoi diable, à quel moment je me suis mis dans cette galère? Au moment où vous avez fait le mauvais choix, au moment où vous n'avez pas décidé de traiter ça par la voie chirurgicale. C'est ce que nous avons fait par la voie chirurgicale. Et regardez pourquoi il ne voulait pas venir, votre instrument. Parce que c'est un tire-nerf. Et le tire-nerf, vous savez comment c'est un tire-nerf? C'est comme ça. Ça ne veut pas descendre. Ça veut toujours monter, un tire-nerf. Ça veut toujours rentrer dans le canal. Ça a des petites piques de partout pour faire ça. Et vous pouvez le titiller 20 fois, il s'accroche, il s'accroche. Alors, par la voie chirurgicale, vous êtes dans le bon sens. Il vient du bon côté. Et là, ça se passe très bien. Vous allez me dire, ok, on sort le tire-nerf, mais on n'a quand même pas fait tout le traitement. Sauf qu'on a, souvenez-vous, les bons instruments, 3, 6, 9, on va descendre jusqu'à l'intérieur de la dent, mais de manière fiable et prévisible, puisqu'on est du bon côté, puisqu'on voit ce qu'on fait, puisqu'on n'abîme rien. Est-ce qu'on peut lui signer que la céramique va être intacte? Oui, sans problème, je vous le signe, il n'y aura aucun problème, je ne vais pas y toucher. Regardez l'obturation et regardez le résultat. On est descendu jusque dans la partie coronaire, on a traité les 2 canaux. Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux par la voie conventionnelle? Rien, que des bêtises, honnêtement, et des dégâts. Voilà, pas mal de cas comme ça où on va se poser la question. Ici aussi, on pourrait dire stratégiquement, j'ai une couronne unitaire, j'ai un tenon, je peux enlever la couronne, je peux enlever le tenon. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? En fait, pourquoi on a fait la chirurgie? Parce qu'on avait un sondage parodontal qui plongeait jusqu'à l'apex. Sondage parodontal jusqu'à l'apex, vous êtes d'accord qu'on n'est pas très confiant avec ça, on se dit qu'il peut y avoir une fêlure, donc on va aller voir. En fait, il n'y a pas de fêlure, il y a un petit canal latéral à cet endroit-là, et ça, on sait le gérer par la voie chirurgicale exactement de la même manière. Voilà le canal latéral traité, le canal principal, voilà l'obturation des 2, et voilà le résultat, et un très bon début de cicatrisation à 4-5 mois. Donc, dans votre stratégie, vous devez vraiment réfléchir. Est-ce que c'est une bonne option pour le retraitement? Est-ce que c'est une bonne option pour la chirurgie? Là aussi,
il y a une perforation par tenon. Stratégiquement, est-ce qu'il est possible de faire le retraitement? Oui. Si la couronne est très jolie, vous dites c'est dommage. Le tenon, il est assez long, mais vous savez l'enlever aussi. Quelle est votre fiabilité pour réparer par la voie conventionnelle une perforation à cet endroit-là? Honnêtement, je connais des tas de gens dans cette salle qui savent faire ça, qui savent vous descendre tout doucement une petite biodentine, un petit MTA à cet endroit-là, arriver à le contrôler, prendre les radios qu'il faut, arriver quand même à obturer correctement la partie résiduelle, remettre le tenon, etc. Franchement, c'est faisable, mais c'est dur et c'est compliqué. Et la fiabilité de tout ça, elle a un petit point d'interrogation. Et le côté conservateur, pas terrible. Alors que, regardez comme on voit bien. C'est vraiment agréable de passer par la voie chirurgicale, vous savez, de temps en temps, au lieu d'avoir toujours ces radios, au lieu d'imaginer toujours comment ce serait un apex. Voilà, c'est comme ça. Là, on voit parfaitement la perfo, et là, vous allez pouvoir la gérer vraiment avec contrôle. Vous la voyez, vous voyez même le petit tenon en transparence par là, l'obturation, et bien évidemment, ce qu'il faut, c'est de la guérison. Regardez le suivi. Regardez là, comme on voit, votre lamina dura qui se rétablit complètement autour de la dent. Celle-ci, elle est rigolote, certains d'entre vous la connaissent. Là, vous allez me dire, franchement, pourquoi pas faire le retraitement? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de tenon, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de bridge. Ok, il y a une fausse route. Je suis d'accord avec vous, il y a un moment où c'est parti de travers. On est d'accord? Il va falloir enlever ce truc-là, il va falloir retrouver la perforation, mais à la question, est-ce que c'est possible? Vous me dites tous c'est possible? Ouais. Vous me dites c'est fiable comme technique? Oh, on devrait quand même y arriver. Et si vous me disiez pourquoi je ne vous montre pas le petit cone beam? Voilà, petit cone beam. Est-ce qu'on révise un peu son jugement? On révise un peu son jugement, ouais. Est-ce qu'on extrait la dent? Peut-être, mais peut-être pas. Alors comme c'est une séance d'endo, je ne vous ai pas amené d'extraction, hein, je vous ai plutôt amené des histoires rigolotes et plutôt sympathiques. Et ça, on va le traiter intégralement par la voie chirurgicale. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe. On ne le voit pas tellement, hein, mais quand même, la pauvre cocotte, c'est clair et net son histoire. Donc c'est un tuteur, en plus de ça, c'est un thermaphile, d'accord? Et donc on va pouvoir gérer l'ensemble de l'histoire par la voie chirurgicale parce qu'on y voit clair. Donc je vais faire tout, la réparation de la perfo et l'ensemble du traitement avec les inserts longs. Et ça, regardez comme ça guérit bien. Et regardez aussi, parce que les gens oublient parfois, comme ça guérit bien sur ce plan-là. Je suis désolé, je devrais avoir l'incision verticale. Je fais des incisions en plein dans le frein, parce que ça masque complètement l'incision. Donc non pas à droite ni à gauche, mais en plein milieu du frein. Et ensuite, c'est une incision sulculaire. Je ne sais pas si vous avez vu la radio tout à l'heure. Voilà. Regardez, quand on gère bien les tissus mous, aucun souci d'un point de vue chirurgical non plus. Celui-là est mignon. Stratégie, retraitement possible. Fiabilité certainement pas mauvaise, sauf que les couronnes sont jolies, les couronnes sont récentes. J'ai un échec endodontique avec, vous savez, peut-être un petit canal latéral ou quelque chose sur le côté. Alors souvent, les gens, ça les ennuie. On dit résection apicale, chirurgie apicale. Et donc, ils se disent, mais la complexité de l'anatomie canalaire, je la gère beaucoup mieux avec la compression, en irriguant et par la voie conventionnelle. Oui, mais non, en fait. Puisque si vous regardez bien ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Alors, regardez la destruction osseuse, on la voit bien. Et maintenant, avec le microscope, vous inspectez la surface. Et là, tac, vous voyez un premier petit canal latéral ici. Et vous inspectez bien et vous en voyez un deuxième à cet endroit-là. Et vous continuez votre inspection minutieuse et tac, vous en trouvez un de ce côté-là. Alors, c'est la vie, hein, c'est pas moi qui les ai faits, il y a des petits canaux latéraux, sauf qu'on les gère de la même manière par la voie chirurgicale. Alors les voilà, préparés, 1, 2, 3, l'ensemble du canal avec la sonde à ultrasons qui est dedans. Alors ensuite, vous allez faire l'obturation. Regardez, c'est mignon. C'est un peu Noël. On dirait un bonhomme de neige, un petit peu, hein, avec ses petits yeux, sa petite bouche et puis son petit chapeau comme ça. Mais tout simplement, l'anatomie est comme ça. Je traite l'anatomie telle qu'elle est. Le voilà avec sa petite bouille ici. Et voilà le résultat. Et surtout, la guérison. Donc vous voyez, quand vous allez réfléchir stratégie, ne vous dites pas « Ah, il faut faire ci, ah, il faut faire ça ». Dites-vous, là, avec les éléments que j'ai, est-ce que vraiment c'est jouable? Est-ce que je sais le faire? Est-ce que je sais le faire de manière fiable? Et est-ce que je vais être conservateur? Je termine par juste quelques petits cas.
Est-ce qu'une grosse lésion dans un échec endodontique est un problème? Non, une grosse lésion est quelque chose qui se gère de la même manière qu'une lésion plus petite. Et donc celle-ci, vous voyez, elle est assez grosse. Je vous confirme quand même qu'elle a mangé une grosse partie de l'os. Ça n'est qu'une lésion d'origine endodontique. Et donc dans ce cas de figure-là, on va avoir besoin de faire et un traitement conventionnel ici et une chirurgie à cet endroit-là. Et cet énorme truc, sans membrane, sans matériaux de comblement, a un formidable potentiel de guérison et de réparation avec des techniques combinées, conventionnelles et chirurgicales. Donc vous voyez, face à cet échec endodontique, on n'est pas démuni, on a vraiment beaucoup de cordes à notre arc. Ça, c'est un cas où clairement, 1, 2, 3 tenons, une couronne qui va bien, stratégiquement, pour moi, c'est un cas de chirurgie. On fait la chirurgie, on regarde le contrôle à 6 mois, ça a l'air d'aller drôlement bien, mais ce n'est pas guéri complètement. Et on revoit ce patient, et là, hélas, on voit exactement cette image qu'on n'aime pas. Vous voyez ce petit halo là? Alors j'ai appris que c'était chaussettes pour les Belges, hein. Donc nous on dit halo, c'est le côté et les petites chaussettes, ils nous disent. mais c'est vrai que ça ressemble bien, c'est pas du tout idiot, mais c'est une chaussette souvent que d'un seul côté, Tara, quand même, hein. Donc c'est bizarre parce que ça englobe pas forcément toute la racine. Mais on a tous nos signaux au rouge quand on voit ce truc-là, et bien évidemment, vous mettez la sonde paro dedans et elle va jusqu'à l'apex. Et alors là, comme c'est vous qui avez fait la chirurgie, vous vous sentez responsable. Parce que vous vous dites, flûte, j'ai fait la chirurgie et puis ça n'a pas marché. Et vous savez que ce n'est pas de votre faute. Parce que moi, je donne la conférence sur fêlure-fracture et je vous montre des dents vierges qui sont fracturées. Ça ne peut pas être considéré vraiment comme un échec de la chirurgie endo, ni même de l'endodontie. C'est un échec mécanique qui peut arriver dans plein de cas de figure. Et là, on se dit quand même, je ne vais pas le laisser tomber. Est-ce que ça se présente bien pour faire une petite amputation? J'en fais pas beaucoup, j'en parlais avec Dorothée tout à l'heure. C'est pas le gros de notre activité, mais de temps en temps, ça se présente bien. Et là, je me suis dit que c'était la bonne solution. Et regardez ce qu'on a fait. On a gardé une vraie harmonie au niveau de cette couronne et regardez le potentiel de guérison. Incroyable. Et je regrette vraiment parce que j'ai retrouvé le cas par hasard et j'aurais voulu vous faire une photo parce que je m'en souviens. Et on a, ce qui n'est pas toujours le cas, une superbe papille à cet endroit-là et vous n'y voyez que du feu. Et vraiment, il est ravi. On a gardé l'essentiel de sa dent, la partie qui était dans l'axe, la partie qui travaillait correctement. Et c'est une solution qui peut être intéressante. Et pour qu'on ait un petit peu de temps pour les questions, je terminerai juste avec ce cas. Parce que je le trouve amusant. On dit finalement, donc, quelle stratégie pour les échecs en endodontie? Sauf que ça, ce n'est pas vraiment un échec patent sur la radio, mais il y a une sensibilité. Donc, la dent va être reprise, la dent va avoir une petite couronne. Mon correspondant me dit, peux-tu retraiter cette dent-là? Parce que la patiente se plaint de sensibilité apicale au niveau de cette dent. Aucun problème. Ce n'est pas un cas de chirurgie, ce n'est pas un cas d'extraction, c'est clairement un cas de retraitement. Donc, je retraite la dent. Nous voilà sous champ opératoire, dans les clous, en faisant les choses le plus sérieusement possible. Voilà mon retraitement. Très bien. À partir de là, il revient nous voir. Il me dit, j'ai toujours mal. Ah, toujours mal. Vraiment, quand j'appuie là, c'est douloureux, c'est désagréable. Et je reprends une radio, et voilà. Donc je vous montre le seul endodontiste à qui on donne des dents sans lésion, qui les traite et qui les rend avec des lésions. Alors, c'est donc très désespérant, vous êtes d'accord? Parce que, alors heureusement, ça arrive dans le sens inverse plus souvent, mais quand même, ça ne peut pas ne pas nous interpeller. J'ai travaillé sous champ opératoire, j'ai fait le truc dans les clous, j'ai respecté les règles, etc. Il n'y avait pas et il y a. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire ne sert à rien. Ça veut dire qu'effectivement, cette lésion se serait peut-être développée de toute façon, si je n'étais pas intervenu, puisqu'elle avait déjà des symptômes. Le pire eût été effectivement qu'elle n'ait aucun symptôme, qu'elle ne se plaigne de rien, et que le patient me dit ouais, retraite-la de principe. Là, j'aurais été embêté. Fort heureusement, il y avait réellement des symptômes, et on y est allé pour ça. Et là, quand vous avez besoin de comprendre ce qui se passe, la chirurgie est un outil merveilleux. Et donc, bien évidemment que je vais aller voir ce qui se passe. Pourquoi il y a une lésion à cet endroit-là? Et vous avez une petite idée? Vous trouvez que mon contrôle de longueur n'est pas bon? Vous pensez que ma désinfection n'est pas terrible? Vous pensez que mon diamètre n'est pas suffisant pour bien nettoyer le canal? Tiens, juste pour info, qui pense que mon diamètre
et insuffisant, ou d'ailleurs qui pense que mon diamètre est trop gros d'ailleurs, pour une petite incisive du bas comme ça. Allez, juste une dernière fois, qui pense que c'est trop fin et qui pense que c'est trop gros? Qui pense que c'est trop gros? Quelques-uns quand même, ouais, merci, merci. Et qui pensent que finalement j'aurais dû préparer encore plus parce que c'est pas assez bien nettoyé. Ouais, là il n'y en a pas des comme ça, d'accord. C'est ni l'un ni l'autre, regardez. C'est ça l'histoire. C'est qu'une dent comme ça, elle a une anatomie qui est bien plus compliquée. Donc c'est pas une histoire de préparer ça plus et plus longtemps, c'est que j'ai un canal complètement ovale, que je peux le retraiter 100 milliards de fois, j'aurai toujours le même résultat qui ne fonctionne pas, alors que par la voie chirurgicale, je vais traiter l'ovale complet et la forme réelle anatomique de cette dent, et qu'effectivement, quelques temps après, je vais avoir la guérison. Donc mon message, c'est posez-vous des questions extrêmement simples, essayez de réfléchir ce avec quoi vous êtes confortable. Si vous n'êtes pas confortable, faites-vous aider. Et surtout, n'oubliez pas dans la boucle, avant de penser aux implants, le merveilleux potentiel de la chirurgie endodontique qui fait partie intégrante de l'endodontie, qui se fait comme de l'endodontie en nettoyant, en désinfectant, en obturant. Et effectivement, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous recommande la lecture d'un bon ouvrage. Voilà. Je vous remercie beaucoup.